travailler la dimension mentale ou appelons-le prépa mentale, pourquoi pas, mais c'est quand même d'aider quelqu'un à développer des habiletés mentales dans un contexte particulier d'une recherche de performance. Et des fois, la recherche de performance, c'est revenir de blessure. Si le boulot, il est bien fait, ça veut dire qu'on est en capacité de mettre en place des objectifs qui permettent à l'athlète et à son écosystème de voir qu'il y a eu des choses qui ont évolué. C'est quoi la dimension mentale? C'est quoi ce métier de préparateur mental? Eh bien, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Finisher. On va l'explorer ensemble avec François Castel. François Castel n'est pas le plus connu des préparateurs mentaux, si je peux me permettre le terme, mais c'est en tout cas celui qui est le plus reconnu en endurance. Il le fait depuis de nombreuses années. C'est aussi la personne qui me supervise. Donc, on va explorer tous ces sujets-là. Tu as besoin d'en savoir plus en tant qu'athlète, en tant qu'entrepreneur peut-être, en tant que futur coach dans la dimension mentale, eh bien, bienvenue dans cet épisode qui en annoncera sans doute d'autres parce que dans ce laps de temps qui était le nôtre, on n'a pas pu tout aborder. Alors, un, merci d'avance pour tes commentaires. Deux, j'attends vite tes questions parce que ça me permettra d'ores et déjà de penser au prochain épisode que j'enregistrerai avec François sur ce thème-là ou peut-être aussi avec Éric Lacroix ou encore avec d'autres confrères de l'Institut Santé Mentale. Donc, hâte d'avoir ton feedback, tes remarques et je te souhaite tout de suite un très bon épisode. Bienvenue François à la maison. Merci, Ça va, t'es bien? super bien. Ouais, on va Peut-être discuter même avec... trop. Ouais, c'est ça le truc. Je mets mes invités dans... Oh, dis donc, tu nous fais un coup à la... Comment il s'appelait, ce grand patron de Vivendi qui s'était fait prendre en photo par Paris Match. Ah ouais? Et il avait la chaussette trouée. Ah ouais, Tu génial. vois, le millionnaire, Toutes les chaussettes sont toutes trouées. ses chaussettes sont trouées. Ça veut dire que tu cours, C'est ça, Ouais. c'est chaussettes de coureur, c'est troué, ouais. Une chaussette de course, c'est troué. Voilà, regardez tous vos chaussettes. Si elles ne sont pas trouées, c'est que vous n'êtes pas un vrai coureur. J'ai avec moi un grand coureur, un ancien coureur, avec beaucoup de respect que j'ai pour toi, évidemment, François Castel. Il y a, il y a quelques temps, on ne se connaissait pas, en fin de compte, toi et moi. Et puis un jour, il y a Guillaume Millet, il me dit, Cyril, si on est amené à collaborer tous les deux sur la dimension mentale, je ne travaillerai pas sans François Castel. Ah bon? J'étais offensé, mais non, je suis pas. Tiens, ok, bah, donne-moi ses coordonnées, je vais le contacter. Et puis peu de temps après, il y a un Trail Summit qui se prépare. Et Trail Summit, ben, on choisit différents sujets, notamment sur la dimension mentale, qui ont choisi François Castel. Bon, on m'appelle moi aussi entre-temps, je suis content. Du coup, ça faisait deux points deux points de rencontre. Mais entre-temps aussi, on a été amené à échanger pour d'autres motivations. Et j'ai envie de te dire déjà oui, bienvenue déjà sur Objectif Finisher. Ça signifie quoi pour toi d'ailleurs, objectif finisher? Ça peut être très mal interprété ce terme de finisher d'ailleurs et objectif aussi, Ouais, ouais, déjà. enfin, qu'est-ce qui se finit d'abord, hein? Pour le coup, Une vie? il y a rien qui ouais, il y a pas grand-chose qui se finit, en fait, donc Mmh. ça peut être un objectif, mais ça restera qu'un objectif intermédiaire, hein. Ouais. Quand tu as Ça fini la ouais, ligne, quand tu as passé la ligne d'arrivée, ben, les trucs commencent, en fait, en général, c'est hein. ça. C'est là que ça commence après la C'est ligne là que ça d'arrivée, commence. ouais, Ouais, oui. ouais. D'ailleurs, il y a déjà un petit paquet d'années quand cet excellent magazine, Ultra Fondu existait Ouais. encore. Mmh. J'avais fait un article sur la dimension psychologique de la récupération, sur l'après, quoi. Ouais. Et ce que j'essayais de faire ressortir, c'était surtout l'après-après, en fait. Parce que l'après, bah, voilà, on vient de terminer, c'est en général, c'est un bon moment, même si on n'a pas atteint son objectif, même si on c'est pas tout à fait ça qu'on voulait mais l'après, ça va. Ce qui est difficile, en fait, c'est l'après-après. L'après-après, c'est le moment où on commence à être confronté au manque, Hein. de tout ce qu'on a engagé. C'est le moment où on commence à sentir que physiquement, il y a quelque chose qui est plus comme avant, donc c'est comme après forcément Ouais. et après, ben, c'est pas si facile que ça, ce passage. C'est pas si facile que ça. Quand on court du long en tout cas, hein, s'entend. Parce que ça veut dire qu'une course longue, on l'a préparée, on l'a méticuleusement préparée, Ouais. on y a mis du temps, on y a mis un engagement un peu inhabituel, sans forcément que ça touche, à des formes heu, de dépendance, hein. Mmh. Mais on y a quand même mis un engagement particulier pour réussir le projet
Et du coup, voilà, c'est une période de deuil en fait, hein. Voilà, c'est un changement, c'est une courbe du changement, hein. Ouais, tu laisses quelque chose derrière toi Ouais, pour reconstruire une dimension nouvelle en toi ou pas. ou pas? C'est un espace interstitiel comme ça, hein. Mmh. Voilà, l'ancien modèle, il est fini parce que la course d'avant, elle est terminée et le nouveau modèle, il est émergent, mais il est pas encore là. Donc il peut y avoir quelque chose et à mon avis, quand il y a quelque chose trop vite, ça peut être un danger aussi. Mmh. C'est le danger de vouloir à tout prix justement compenser ce qui est plus là par quelque chose qui l'est pas encore, mais Mmh. qu'on commence à construire mentalement. Mais c'est bon aussi, voilà, de rien foutre mentalement, on s'entend, hein, De se foutre la paix? ouais, c'est ça, hein, de se foutre la paix, ouais, c'est ça. C'est, de considérer que ces joyeusetés que nous faisons en courant longtemps, bah, justement pour que ça reste des joyeusetés, et cet interstice et cet espace-là, il faut le laisser tranquille. Faut pas vouloir à tout prix le combler, pas vouloir à tout prix le remplir, me semble-t-il. Et ça, je pense que c'est un grand bénéfice à la fois en termes de récup probablement, moi je suis pas vraiment pas un spécialiste de la récupération, en tout cas physiologique, Mmh. mais je pense que c'est important parce que ça maintient, des formes de motivation qui sont sur l'engagement, qui a du sens, quoi. Alors tu dis 3 mots: motivation, Ouais, engagement ouais. et sens. Aïe. Et là, tu mets les 3 dans une unicité. Hop, hop, hop. Alors là, c'est C'est attends, terrible. motivation, engagement, sens. On va aller super loin, je crois. Je parie que tu es à chronométrer, savoir combien de temps avant que je dise ces 3 mots-là, j'en étais sûr. Ah bah, Je savais que j'allais me faire piéger. mais attends, là, moi, c'est la Ouais. maîtrise, hein. Lâcher prise pour moi, c'est un concept, hein. Ouais, bah, oui, enfin, pour moi en tout cas, si, je maintiens que tout le monde peut courir, des très longues distances, s'il en a envie bien sûr avec, une santé normale. Mmh. C'est parce que je pense que ce qu'il faut construire en préalable, c'est justement cette question de la motivation, de l'engagement et du sens. Voilà, Mmh. ça c'est un triptyque incontournable. Le reste, ça se construit toujours avec ce qu'on est physiquement, avec nos capacités, avec, éventuellement des objectifs de performance ou de résultat, mais ça, c'est pas le plus important. Ce que Heu, tu nous dis là, ce triptyque, c'est quelque chose qui est, un guide pour toi dans toutes circonstances ou non, tu le dis juste là par rapport à ce qu'on est en train d'évoquer, c'est-à-dire, l'après-après et ce moment de vide où, on est perdu, il faut se foutre la paix, d'accord, mais c'est pas si simple que ça et tu disais d'ailleurs, c'est pas facile en fait. C'est par rapport à ça que tu dis ou tu as plein d'autres dit autrement, tu as plein d'autres triptyques comme ça pour nous aiguiller ou, c'est celui-ci bah, qui est vraiment très fondateur oh, pour toi? celui-ci, il est fondateur parce Mmh. que je pense que celui-ci, c'est sapiens, quoi. Mmh. C'est sapiens dans toutes, ses activités, aussi minimes soient-elles. En apparence minimes, parce que je sais pas s'il y a bien des activités qui soient minimes finalement quand on les met bout à bout, mais Ouais. heu, non, je pense que juste pour en revenir à cette question de l'après-après, Ouais. du préalable, en fait depuis maintenant une dizaine d'années, j'ai mis en place des stages pour les gens qui ont peur du vide, Mmh. donc de manière très physique, Mmh. en Corporel même. montagne, Le voilà, corps qui voilà. mmh. Donc ce qu'on appelle les acrophobes, hein. L'acrophobie, c'est la Mmh. peur du vide, à la peur des hauteurs et en fait, c'est intéressant cette peur du vide parce qu'elle peut nous habiter de manière très différente, de manière très physique pour les gens qui sont acrophobes, mais d'une autre manière et notamment je pense que chez les ultra trailers, elle les habite parfois dans cette difficulté à faire face pour accepter que quelque chose, ne soit pas là ou plus précisément ne soit pas encore là. Mmh mh. Et le «encore» il est très important parce que, Mmh. qu'est-ce que je m'autorise à accepter, avant de remettre quelque chose en route qui est coûteux en apparence, de monter un projet pour dire: «Ben, tiens, dans 6 mois ou dans un an, je fais telle course». En apparence, c'est pas coûteux, mais c'est Mmh. terriblement coûteux, en fait. Ouais. Terriblement coûteux parce que ça structure et ça organise, Mmh. notre manière, d'être au quotidien, en fait. Beaucoup plus que seulement la prépa. Mmh.
Et quand on parle de ces dimensions de courir longtemps, ultra ou pas d'ailleurs, effectivement, ça met un niveau d'engagement élevé et c'est ce qui va structurer ou conditionner finalement toute, la vie pendant cette période de préparation. Alors est-ce que ça nous ramène à la notion de sens, comme tu disais tout à l'heure? Est-ce que ça fait vraiment sens? Parce que ça a pas de sens, ça va être compliqué. Ouais. Oui, oui, ben, je pense que là aussi, c'est quand même quelque chose qui est culturellement construit, Mmh. heu, il y en a pour qui ça a pas de sens particulier, c'est comme ça qu'on fait chez nous, quoi. Mmh. Mmh. Pour les Tarahumaras, c'est comme ça qu'on fait chez nous. On n'a pas à se poser la question si on fait 40 bandes, 50, 60, on le fait, point final. Heu, mais là, pour nous, dans nos sociétés, ce à quoi on est acculturé, pas seulement sur la question de l'effort physique ou de l'activité physique, donc ce à quoi on est acculturé, ben, oui, de mon point de vue, ça nécessite qu'on construise quelque chose. Il y a un construit qui doit être là et c'est là où peut-être, enfin, la nature de ci enfin, j'ai l'habitude de dire que construire, enfin, en tout cas élaborer et réaliser une performance, c'est la rencontre ou l'articulation de 2 construits. Il y en a un, c'est ce qu'on va faire au quotidien pour y arriver, ce qu'on va répéter, une espèce de mode automatique, si on fait référence à Kahneman, hein, c'est un système 1 dans lequel, on va répéter des choses pour qu'on les maîtrise, pour qu'on ait quelques petites certitudes et puis, c'est l'articulation avec un autre construit qui lui est, comment je vais m'y prendre chaque fois que je rencontrerai une situation dans laquelle, ben, j'en sais pas grand-chose de cette situation et là, il faudra que enfin voilà, la question de l'adaptation, quoi Ouais. et construire et produire une performance, c'est l'articulation de ces 2 choses-là et donc du coup, l'articulation de ces 2 choses, ça peut pas se faire enfin, voilà, on va pas juste chercher le pain en bas de la rue. Qu'est-ce que tu entends par là, ces 2 choses-là? Bah, ces 2 construits-là, Mmh. ce construit qui est une espèce de répétition, une espèce de maîtrise, une espèce de ouais, de contrôle d'un quelque chose qui Mmh. sera là, sans qu'on sache s'il sera là tout le temps, sans qu'on sache, et puis cet autre construit qui est, comment je m'y prendrai quand? Enfin, si Mmh. tu préfères, je pourrais dire, tout prévoir, surtout que rien se passera comme prévu Mmh mh. et du coup, voilà, ces 2 construits-là, ils sont, enfin, le terreau, de leur élaboration, ça peut être que le sens. Enfin, Mmh. je vois pas comment ça serait possible si j'essaie de me référer plutôt alors là, pour le coup, à la dimension de l'abandon. Je suis persuadé, pour l'avoir entendu, pour avoir interpellé aussi des coureurs là-dessus, que quand on abandonne, alors bien sûr que ça peut être sur blessure, voilà, mais je parle pas de ces abandons-là, je parle de ces abandons dans lesquels qu'on regrette après. Mmh. Et Mmh. ce qu'on regrette, Mmh mh. c'est du regret qui est fondé sur la question du sens, à mon Ouais. avis, ouais. Et le sens, c'est vraiment répondre à la question: «En quoi c'est important pour moi?» Donc pas pour moi le coureur, pour moi la bonne femme ou le bonhomme que je suis, quoi. Mmh. Dans mon histoire, dans mes projections, dans dans ma vie fantasmagorique aussi, hein. Ouais. François, ça fait, combien de temps que tu es dans cette dimension-là de la recherche, du sens pour toi et du sens pour les autres, pour afin de pouvoir les aider ou en tout cas les accompagner dans ces explorations, qu'elles soient physiques, par rapport à le fait de courir et longtemps et puis en même temps derrière, bah, ce que tu évoques, hein, qui est, l'esprit qu'on met derrière ça, l'âme qu'on met derrière ça, le co toute cette partie en tout cas qui est de l'ordre de notre boîte crânienne. Entre nos 2 oreilles, il y a beaucoup de questionnements. Ouais. Parfois ça sort même de cette boîte crânienne, ça va même un peu au-dessus d'ailleurs, des choses qui me dépassent. Ouais, J'ai pas ouais, de maîtrise dessus et heureusement. depuis quand tu été animé par ça ou tu te questionnes sur ces sujets-là? Alors je pense que je suis animé par ça depuis très longtemps, Mmh. mais on me l'a pas dit tout de suite. C'était, ton intuition qui t'a amené vers ça sans savoir Ouais, pourquoi? ouais, 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 c'est non, je pense que c'est quelque chose de très ancien, Mmh mh. heu, pas loin d'une cinquantaine d'années, que ça m'obsède, mais je pense que ça fait seulement une trentaine d'années là, Mmh. que c'est quelque chose dont je me suis ressaisi parce que, Mmh. bah, parce que c'est mon cheminement personnel et puis parce que c'est aussi, me semble-t-il, aussi ce que les athlètes viennent chercher quand ils veulent, se préparer mentalement. Donc là, Mmh. forcément,
le terme il est forcément Mmh. très réducteur quand on le dit comme ça, heu, Mais accessible en même temps. mais accessible en même temps, ouais, Mmh. sûrement. J'ai mon petit doigt me dit, en fait, sur cette intro qu'on est en train de faire tous les 2 qu'on va se retrouver. Mmh. Non, bah, alors on va pas cacher les choses, hein, puisqu'on collabore tous les 2 au sein de l'Institut Santé Mentale Endurance. C'est un honneur que tu m'as fait de très vite, dire: «Bah, écoute, je suis curieux de voir ce qu'on va faire ensemble et pas seulement toi Cyril, pas seulement moi, mais ensemble avec toute, cette communauté de personnes animées par ces sujets-là». Donc je vais pas me cacher du fait qu'on a des intérêts à se retrouver tous les 2, parce que moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu comment tu t'es construit, mais je pouvais pas le garder que pour moi. Donc d'où cette invitation au micro d'Objectif Finisher, et ce que me dit mon petit doigt, c'est qu'on va en faire plusieurs. Et comme ça, si tu pas content, alors c'est un grand piège que je te fais là, ça a été pris dedans. T'as plus le choix, tu peux pas me dire non. Mais ce que j'aimerais, c'est que finalement, comme toi, comme avec Eric, on puisse avoir des discussions, qu'on a ensemble, collectivement, individuellement, et qu'on puisse les rendre un peu publiques. Parce que je trouve ça tellement, fascinant pour moi, exploratoire, et en même temps c'est un puissant fond, ces sujets qu'on évoque, Mmh. et je suis certain que les gens qui nous écoutent repartiront, alors pour ceux qui sont intéressés par ces sujets-là, pour être très, très, très frustrés de se dire: «Mais en fait Cyril, déjà d'une, tu pas bien conduit ton podcast, parce que moi j'aurais aimé en savoir plus sur un François, 2 peut-être, sa relation à la montagne, à la course à pied, sa relation qu'il entretient avec les autres, chercheurs, ce qu'il entretient au sein de l'université, de tout ce qui va être pédagogie, aussi au niveau fédéral, parce que tu travailles avec, des instances, et tu vas nous expliquer un peu ce que c'est que la Société française de la psychologie du sport, par exemple, ce genre de choses. Mais il est clair que, j'ai pas énuméré, je sais pas, 50 de ce qu'on pourrait explorer ensemble. Quand je dis 50, j'en suis très, très loin même d'ailleurs. Je suis très ambitieux en disant même 50. Voilà, mais si on devait aujourd'hui commencer peut-être par le début, mais les gens qui ne te connaissent pas, alors j'aime pas du tout cette question, mais je vais pas poser la question qui tu es, mais qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Alors c'est marrant parce que avant de répondre à ta question, mais Mmh. peut-être que c'est une forme de réponse, quand tu as, évoqué juste avant, le puissant fond, Mmh. j'ai entendu puissant fond. Ouais, Puissant. ouais, un puissant fond. Le sens, c'est un puissant fond. Mmh. Donc après chacun verra bien comment il veut, ou pas s'en ressaisir d'ailleurs. Mais en effet, c'est un fond très puissant, mais je pense que J'ai l'image, ça y est, ça va pas me quitter ça. Excuse-moi, c'est pardon. c'est même, enfin voilà, c'est la puissance max. Quand la Ouais. puissance Mmh. max, elle est là en fait. Ouais. Elle est dans notre capacité, me semble-t-il, à justement, à, connecter. Il y a un anthropologue, hein, qui s'appelle Gregory Bateson qui a bossé là-dessus, hein, les niveaux logiques, s'il y en a que ça intéresse. C'est vrai que c'est une grille de lecture extrêmement intéressante. Heu, c'est la connexion de la partie supérieure de l'humain, je vais l'appeler comme ça, même si Mmh. ça mériterait probablement une autre appellation, hem, avec, ce qu'on fait au quotidien et ce qu'on déroule, quoi. Et ça, c'est le fond le plus puissant, ouais. Et ce qui m'anime, en ce moment, mais c'est plutôt ça, en fait. Je pense que ce truc-là, il me lâche pas vraiment. Il me lâche pas parce que j'ai mis du temps à m'en ressaisir, à m'en rendre compte, à m'en ressaisir, mais je pense qu'à partir du moment où il y a eu quelque chose qui s'est joué, c'est peut-être aux alentours des années 90 quand j'ai commencé à accompagner des gens en prépa mentale, Mmh. de manière un peu sérieuse. C'est là où c'est devenu un incontournable pour moi, en fait, mais c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est ceux qui voulaient bien, Mmh. venir me voir qui en fait m'ont mis le nez dedans, quoi. Donc je sais C'est pas si je important ce que tu dis. ouais, je sais pas si je dois les remercier d'ailleurs, mais ouais. J'aime beaucoup cette idée, en fait, qu'on n'est pas pour ce qu'on est ou ce qu'on croit être, mais qu'on est par rapport à ce que les autres décident de ce qu'on représente pour eux. Ouais, Et cette relation que tu as avec les gens que tu accompagnes ouais. depuis toutes ces années, c'est plus qu'une reconnaissance. C'est ce qui fait ce que tu es aujourd'hui, au travers de leur regard. Bah, Ah. forcément, ouais, enfin, forcément en partie en tout cas, après, là, je tire plutôt sur la fin de la carrière professionnellement parlant et donc du coup, j'ai aussi le sentiment que là maintenant les jeunes athlètes, pas seulement d'ailleurs, en endurance, hein, dans d'autres disciplines, qui viennent me voir, je sens qu'il y a des choses, ils l'appellent pas comme ça, mais il y a des choses de cet ordre-là qui sont présentes, de voilà, je Et je ouais. t'interromps, excuse-moi, c'est peut-être un défaut que j'ai de couper un peu la parole, mais parce qu'en fait,
Il y a une autre, donnée qui est importante pour les gens qui te connaissent aussi et en tout cas c'est mon regard, c'est je te vois aussi comme un super, garant, superviseur. Alors c'est le terme superviseur, ceux qui sont dans l'accompagnement savent de quoi je parle, mais on parle de supervision quand on a besoin d'être accompagné dans sa propre expertise qu'on pourrait qualifier de connaissance ou d'expertise, mais par avec, quelqu'un qui nous accompagne, qui nous apporte ce regard, c'est te permet d'élever aussi. Moi, je te vois comme ça vis-à-vis de moi, en tout cas. Et ça te gêne qu'il y ait d'autres personnes comme moi qui te voient comme un superviseur ou que le garant de la maison, le garant de ce Ouais, que je fais bien ou pas bien d'ailleurs, ouais. ça te va? Heu, je sais pas garant, mais en tout cas le questionneur, le Questionne. le questionneur ouais, de ce qui peut être fait, je fais le lien là du coup parce que tu as évoqué la Société française de psychologie du sport. Ouais. C'est en effet, un des projets qu'on a mis en place, il y a quelques années maintenant, qui on espère qu'il va déboucher. C'est aussi de faire reconnaître ce type de préparateur mental en France, d'arriver à s'appuyer sur ce qui existe au niveau européen. Il y a des choses qui existent, hein, la FEPSAC, donc la Fédération européenne de psycho du sport. Mmh. Il y a des choses qui existent. Hem, alors c'est peut-être moins une question uniquement de formation, d'expérience qu'une question de positionnement et de posture et justement, c'est là où la notion enfin, les notions qu'on évoquait tout à l'heure autour du sens, parce que c'est quand même très vaste et très large la notion du sens. C'est là où ça peut prendre, de la place de manière très forte. À un moment donné, quand on me semble-t-il, quand on veut accompagner quelqu'un, Mmh. on ne peut pas faire l'économie de se poser, la question, heu, de d'abord la vraie raison pour laquelle on veut faire Mmh. ça et puis peut-être une fois qu'on a commencé à répondre, de la vraie raison et j'ai même tendance à penser qu'une fois qu'on a un peu répondu à ça, ça serait d'aller voir la vraie raison Mmh. pour laquelle on veut faire ça. Sous-entendu, voilà, c'est pas rien d'accompagner quelqu'un. C'est un truc particulier et qu'est-ce qui fait que je peux m'autoriser à ça? C'est pas seulement une question de compétence et d'expérience. Bien sûr que c'est ça et bien sûr que c'est aussi ça qu'il faut qu'on arrive à calibrer pour éviter les abus qui souvent se font au détriment, Mmh. voilà, des individus, hein. Hem, mais c'est aussi, la capacité à aller chercher, dans la nature de qui on est, de notre propre histoire, de notre Mmh. propre fonctionnement, de aussi le regard qu'on porte, et par rapport aux questions de supervision, il y a toujours cette idée-là qui est là, ce que je fais, OK, comment je le fais, OK, mais Mmh. si je remets ça sur une ligne du temps un peu plus vaste, Mmh. en quoi c'est cohérent avec ce que je suis? Ouais. Ouais. On peut faire l'exercice avec toi? Ah ben, on peut. Parce que je suis ton athlète, on va dire, C'est ou je suis t non, bah, je suis ton supervisé, c'est ça. et donc en tant que superviseur, j'aimerais connaître, François, la raison qui t'a amené tu parles à 30 ans, enfin la trentaine, tu as un pivot ou tu as pas une révélation, mais une conviction et te dire: «Faut que je démarre dans cette voie-là, j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie d'assumer qui je suis, ce que je veux, ce qui est en moi». Je pense pas qu'il y a alors il y a pas un déclencheur, en tout cas, j'en ai pas Tu pas identifié un truc, comme ça, mmh, qui aurait été un marqueur. D'un moment, je pense que c'est la construction de plein de choses différentes mmh et quand je disais tout à l'heure, que ça vient probablement de très longtemps, de très loin, je pense que ce qui aurait pu être le déclencheur, mais qui l'a pas été, voilà, pour diverses raisons, c'est quand j'étais jeune, j'ai vécu une expérience de mort imminente, mh, dans voilà, un accident de moto et du coup, c'est quelque chose qui est quand même très marquant, enfin pour moi en tout cas dans mon histoire qui a été très marquant et dont je me suis ressaisi que quelques années plus tard et ma manière à moi de me ressaisir, en tant qu'expérienceur, ça a été justement de dire: «Ben, oui, on peut pas avancer, on peut pas accompagner les autres, tant que ce truc-là, on l'a pas clarifié, suffisamment clarifié». Voilà. Qu'est-ce Ce qui truc-là, le sens, je voulais dire, ouais, hein, la question du ouais, sens, voilà. très clair. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que des circonstances de vie te ramènent à ça quelques années plus tard et que ça remet du sens, là où tu t'étais peut-être pas perdu, mais en tout cas, tu avais oublié ça? Bah, en fait, je pense que autant quand je l'ai vécu, puis la période qui a suivi, c'était pas très déstabilisant pour moi parce que je j'y ai pas vraiment fait référence consciemment, en tout cas, bien sûr.
Autant en effet aux alentours de, ouais, un petit peu plus de 30 ans, je pense qu'il y a des éléments de construction qui sont quelque part, qui se sont positionnés tout Mmh. seuls. Il y a pas eu encore une fois de moment à ce moment-là, Mmh. moment très marquant où mais c'est comme un peu quelque chose comme, voilà heu, quand tu fais un puzzle, il y a un moment donné où le puzzle il avance et puis les trucs ils deviennent des évidences, quoi. Ouais, Et c'est la construction de la mise en place de toutes les petites pièces qui a fait ça, en fait. Et donc il y a pas un moment vraiment qui est un moment de bascule, ou en tout cas pas identifié. d'accord. Il y en a peut-être un, mais Tu as construit on ouais, va en reparler, tu as construit ta vie, de façon, enfin conventionnelle on va dire, c'est-à-dire, être père de famille, ouais, te ouais, marier ou je sais ouais, pas dans quel ordre d'ailleurs, ouais. d'avoir un travail, alimentaire, c'est quoi ta vie dans la vingtaine? Alors alimentaire, jamais en fait. OK, J'ai vraiment ça par contre, c'est quelque chose qui m'a toujours habité, de toujours faire un truc qui me plaisait. ouais. Ça, c'était parfois au détriment, de plein d'autres aspects, mais j'ai jamais fait quelque chose de vraiment Financier, regard de alimentaire. la famille, quand tu dis ça? Non, je crois que le tout moi, j'ai toujours été habité par le truc de faire j'ai envie je veux faire ce qui me plaît, quoi. Je veux faire un truc qui me rend moi. Mmh. Et du coup, et ça a commencé très jeune parce qu'en fait, là, tu me fais remonter à Hier. ouais, juste avant. Mais en fait, moi, j'ai commencé, en étant au niveau sportif, en faisant plein de sports différents, notamment du basket, qui est Mmh. une activité qui m'a occupé pas mal d'années. Heu et j'ai su très, très vite, en fait, que j'avais envie d'être entraîneur. Que j'avais envie de, voilà, de transmettre, quand je dis très vite, ça veut dire que je l'ai su, je devais avoir 14 ans par là, entre 13 et 14 ans, je pense. C'est vraiment un moment important. J'ai su que je voulais être entraîneur et très, très vite, en fait, dès que j'ai été majeur, hein, 18 ans, j'ai passé mon premier brevet d'état d'éducateur sportif en basket et j'ai travaillé comme entraîneur de basket. Mmh mh. Voilà. Et ça, c'est important parce que c'est des moments où, à l'époque, je peux pas dire qu'on gagnait très bien sa vie en Mmh. faisant ça, Mmh. mais ça avait aucune importance pour moi et je pense qu'aujourd'hui, ça en a toujours aucune. Ça veut dire que j'ai toujours vraiment centré le truc sur qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce Mmh. qui me plaît. Et globalement, quand je regarde, alors parce que là, on parle de l'aspect professionnel, j'ai toujours, hem, j'ai j'ai toujours mis de l'énergie justement pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Mmh. Ouais. Ouais. Et donc du coup, non, les questions de travail alimentaire ou autre, je suis pas j'ai jamais été là-dedans. Hem, Tu as épousé une femme qui te plaisait aussi? ouais, oui, oui. C'est parce qu'elle te plaisait que tu l'as choisie? Oui, oui. Non, non et puis, enfin voilà la question de peut-être parfois à outrance aussi, hein, mais la question de faire ce qui était OK pour moi, ça c'est un truc qui m'a toujours et donc ça veut dire aussi de lâcher ce qui l'était pas. Parce que forcément, les situations de vie, ça nous amène, par moments à dire: «Bah, tiens, ce truc-là, je colle plus avec, donc je vais faire autre chose». Ouais. Ouais. L'exemple du basket, bah, tu t'es laissé tomber, pour d'autres, Ouais, passions? j'ai laissé tomber. Alors j'ai eu la chance, là aussi, de faire quand même, voilà, d'avoir des expériences extrêmement intéressantes, notamment à haut niveau. Mmh. Et puis à un moment donné où, j'avais besoin d'aller voir autre chose parce que mon ADN, c'est d'abord un ADN de montagnard et du coup, ben, je pense que l'appel de l'ADN, c'est plus fort que tout, quoi. Il y a pas c'est à la fois silencieux et puis à la fois ça t'empêche de dormir la nuit, l'appel de l'ADN donc Mmh. du coup, voilà, j'étais un montagnard, il fallait que je retourne en montagne. Parce que quand tu étais, entraîneur de basket, tu étais plutôt urbain, tu étais à quel Oui, bah, oui, oui, ça c'est une Lyon, non? hein? Tu étais où à Ouais, Lyon? ouais, sur Lyon, ouais, ouais, sur Lyon, c'est une dimension, ouais, oui, qui va avec le basket, ouais, Mmh. mais en même temps, au fond de moi, j'étais un montagnard et donc il a fallu que je rejoigne la montagne. Retour aux sources? Ouais, c'est ça et puis, c'est de là que s'est construit enfin, cette expérience d'entraîneur de basket a été très intéressante, hein, notamment au niveau où, du coup, j'ai été confronté, en fait, à quelque chose qui était pas si facile que ça. C'était le fait de me rendre compte que, dans
toute cette expérience et ces compétences que j'avais, eh ben, il m'en manquait une qui était essentielle, et qu'on m'avait jamais transmise, surtout que j'avais jamais perçue, qui était celle de gérer la dimension psychologique, en fait. Mmh. Voilà, je pense que c'est de là que ça me vient aussi, cette histoire. C'est qu'il y a rien de tel qu'un collectif, qu'un sport collectif, pour que tu prennes conscience que la dimension psychologique, c'est un déterminant, très important de la performance. Mmh. Là, je te parle quand même des années 80 et donc à l'époque, on n'en parlait quand même pas tant que ça, hein, Ouais. de cette dimension-là. Mais en même temps, ça a vraiment calibré, moi, en la suite de ce que j'ai voulu en faire, quoi. Et ce que j'ai vécu durement, en me rendant compte que j'étais pas compétent là-dedans et puis surtout que ça me renvoyait des choses, ouais, c'était une espèce quand même de. Enfin, à l'époque, dans les années 80, quand on passait un brevet d'État, la performance, c'était des aspects physiques, techniques, tactiques, ça se limitait à peu près à ça, hein. Déjà pas mal, c'est déjà Ouais, c'est critique, déjà pas mal, mais cette dimension psychologique, elle était évidemment présente et en même temps, on n'en parlait pas beaucoup, tactique. ouais. Ça revêt un petit peu cet aspect psychologique quand tu parles de tactique, stratégie, individuelle, collective, Oui, oui, alors c'est là, de toute façon, c'est présent, mais je peux pas dire que Mmh. j'avais beaucoup de réflexions sur des questions comme, voilà, la relation entre entraîneur-entraîné, sur des questions de la gestion de l'état psychologique des individus et d'une équipe et puis des individus à l'intérieur d'une équipe, Mmh. de la préparation à la compétition, à la performance, enfin voilà, toutes ces choses-là, globalement, ça m'était un peu étranger, quoi. Et à l'époque, tu connaissais pas Anna Diderand. Voilà, Bien spé bien là, voilà, c'est ça. qui a bien Ouais. travaillé sur ces sujets-là d'ailleurs. Ouais, ouais. Oui, 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 alors, oui, quand je dis c'est récent, enfin, non, oui et non, parce que, enfin, dans les pays nordiques et puis Oui. dans les pays anglo-saxons, c'était quand même plus avancé que chez nous à l'époque. Mmh. Mais moi, en tout cas, c'est ce qui m'a, au début des années 90, c'est ce qui m'a mis, à la fois le pied à l'étrier, l'eau à la bouche et encore plein d'autres choses comme ça. C'est-à-dire que ce que j'avais vécu, je l'avais, je pense, à la fois bien vécu parce que c'est ça que je voulais faire et en même temps mal vécu parce que je sentais bien qu'il me manquait un truc là et c'est là où je me suis engagé en fait à me former. Ouais, Donc la trentaine, à précisément, me tu quel âge? former. À peu près. J'avais donc là j'ai 62 ans, j'avais, à l'époque, donc tu vois, j'avais, ouais, une début de trentaine d'années quoi. Ouais Mmh. et où là j'ai commencé à regarder à droite, à gauche, qu'est-ce que c'est que ces histoires de relations entre les humains? Qu'est-ce que c'est que cette Tu histoire commences à bouquiner, non? alors à bouquiner, oui, parce que ça, je suis un grand curieux et ça j'ai toujours fait ça, mais à vraiment aller chercher aussi, des points de repère, je dirais, théoriques qui, m'ont toujours semblé importants et puis des choses très pratiques, comment je pouvais, fabriquer quelque chose qui soit justement utilisable. Et à l'époque, on n'a peut-être pas tous les en tout cas en France, parce que comme tu dis aux États-Unis, bon, il y a l'école Palo Alto aux années Ouais, 60 enfin 70, qui commence à éclore, ouais. ça arrive pas encore en France, ça Mmh. arrive quoique en entreprise, on en parle dans les années 90, mais c'est Ouais, ouais, pas 90, moi j'ai commencé à me f enfin, tu vois, je fais une formation complète en PNL, j'ai ouais, commencé, en 93, je d'accord, crois. ouais, ouais, il y a quand même des 93 ou bouquins qui sortent, ouais. 94, ouais, Ouais. voilà et donc en France, c'est vraiment les balbutiements, hein. Il y a 3-4 personnes là comme ça, Josiane de Saint-Paul, des Mmh. gens comme ça, qui sont voilà, qui sont allés se former aux États-Unis, qui reviennent, qui sont la première génération de futurs formateurs. Mmh. Et j'ai commencé à mettre le nez là-dedans. Heu, Et ça devient important pour toi aussi de le mettre de façon académique ou tu te dis: «Non, c'est plus empirique, c'est ma curiosité qui suffit, pour pouvoir m'envisager demain, une spécialisation là-dedans». C'est l'époque où on puisse parler de spécialisation ouais, sur la dimension mentale? ouais, bah, les 2 en fait, hein. Ouais. C'est-à-dire que il y a toujours eu, il y avait encore une place de la psychanalyse qui était importante dans ces années-là, hein, Mmh qui mh. l'est beaucoup moins aujourd'hui. Mmh. Parce que là, on a l'impression on peut tout faire avec quelques outils ou quelques trucs, mais voilà, cette question, elle est importante aussi parce que la dimension psychanalytique, elle met quand même de la réflexion.
elle met quand même de la réflexion dans le pourquoi, qu'on a tendance un peu à oublier aujourd'hui en disant: «Non, on n'a pas besoin du pourquoi, on a juste besoin de quoi, comment». Mmh. C'est pas ma vision. Enfin voilà, pour moi, c'est un ensemble de choses et la complexité de Sapiens, c'est ça. C'est à la fois d'avoir des références dans le pourquoi ou dans le pourquoi, sous-entendu pourquoi faire, en quoi c'est important, Mmh. et à la fois, bien sûr, d'essayer de s'extraire de choses ou de formes thérapeutiques qui seraient trop lourdes ou trop longues. C'est peut-être ce qu'on peut reprocher à la psychanalyse mais Ça, en tout cas, ouais, c'est ta première ouais, raison ouais. de sentir que, au niveau psy, la dynamique collective ou individuelle, il y a des paramètres psychologiques qui Ouais. vont, bah, accompagner Mmh. une ascension vers la Mmh. performance ou à l'inverse altérer, Mmh. une dynamique de performance. Ouais. Donc ça, c'est cette révélation. Mmh. Mais si après on rentre dans la vraie raison. Et ben, justement, la vraie raison, c'est que quand ça vient se mettre en travers, hein, de mon chemin, quoi. Mon chemin, pour moi, c'était vraiment de peut-être à l'époque, de vouloir être entraîneur de basket toute ma vie. J'adorais ça. J'adorais le basket, c'est un sport avec cible et les sports où il y a des cibles, c'est des sports qui sont addictifs. Parce qu'on a toujours envie de recommencer et de Ouais. sentir que la cible, elle est encore plus facilement atteignable Hein. ou plus souvent ou plus régulièrement et mais ça, c'est venu se mettre en travers et du coup, alors ça je garde une affection pour cette discipline qui est si particulière et en même temps, c'est en venant se mettre en travers comme ça m'a je pense, ça m'a réveillé, quoi. Ça m'a réveillé, dans l'idée de dire: «Ben, voilà, là, il y a un truc qu'il faut aller gratter, Mmh. qui te correspond». Donc ça veut dire que de la discipline, ça basculait vers moi Mmh. et là, ça, c'est la vraie raison et la vraie raison, c'est qu'en basculant vers moi, ça me faisait éclore, une nouvelle dimension de ce que j'étais, quoi. Pas Pour seulement de ce que je faisais, mais de ce que j'étais, pour ton, pour le coup. éveil personnel et Ouais, pour en mon éveil personnel, pour la suite de ce que je pouvais envisager dans ma vie, mmh. voilà, j'avais pas enfin, Tu captes que dans cette dimension-là, il y a un spectre, qui pour toi va être, extrêmement nourrissant, surprenant, ouais, oui, challengeant. ouais, D'ailleurs, si je m'en réfère au sportif qui est en face de moi, parce ouais, qu'il aime la cible, il aime atteindre sa cible, ouais. heu, c'est quoi la f ta f alors de façon objective, hein, pourquoi, c'est quoi ton objectif quand tu te mets là-dedans? Est-ce que tu as une cible justement, te dire, «Je veux faire ça pour être le meilleur, en tant qu'entraîneur ou bien le meilleur dans cet univers qui est la dimension mentale?» Est-ce que vraiment tu te challenges là-dessus ou non, franchement ça passe au second degré? Ouais, non, j'ai pas, À l'époque? d'objectif, ouais, non, j'ai pas d'objectif de cet ordre-là, j'ai plus un objectif, je en fait, moi, je suis enfin, ma personnalité, c'est Mmh. plutôt vraiment d'arriver à essayer de regarder un peu partout Mmh. ce qui se passe, ce qui se fait, heu, d'un point de vue épistémologique, d'aller à plein de fenêtres différentes pour Mmh. avoir des points de vue différents et puis de voir là-dedans qu'est-ce qui me ressemble et qu'est-ce que je vais pouvoir porter et en Mmh. fait, c'est vraiment ça la vraie raison pour moi. De ce qui me guide dans à peu près tout ce que je fais, c'est à un moment donné, nécessairement, de dire: «Oh, il y a ça qui existe, c'est OK, ça il y a ça, il y a ça, il y a ça» et puis, ben, aujourd'hui, enfin, voilà, quand on ouvre les fenêtres, il y en a de partout, hein, Mmh mh. et quand il y en a de partout, à un moment donné, si on ferme pas les fenêtres, ça fait des courants d'air et donc c'est quand même important de se recentrer et le recentrage, il peut être que par rapport à ce qui est là, enfin, ce qui est Mmh. là pour chacun de nous, quoi. Ouais. Ce qui est là, ce qui est enfin, voilà, le vécu, l'incarné, je sais pas, appelons-le comme tu veux, mais Ouais. ouais. Il y a un truc qui m'interpelle dans ce que tu viens de dire, c'est en fait, je nous vois dans notre écosystème avec Eric Lacroix, avec Nadi, avec, tout, Clément et en fait, c'est vrai comme tu viens de le dire, il y a tellement de fenêtres qui s'ouvrent, de portes, c'est impuissant.
fond et forcément ça c'est très excitant et je vois un François au milieu de tout ça qui a cette capacité à fermer des fenêtres, c'est ça qui est rassurant de se dire à un moment donné: calmons-nous, Ouais, et comment et ça de façon générale, qu'est-ce que tu de donnes comme conseil? Alors c'est pas un conseil, hein, quand ouais, tu vas que c'est pas là-dessus que tu interviens avec les gens que tu accompagnes, mais une sorte de regard différent pour dire en fait, je m'arrête jamais, tu sais, mon cerveau il est toujours en ébullition et ouais, puis c'est génial. ouais. Ouais, mais ça peut se cramer à un moment donné. On parle de burn-out, Oui, comment tu oui, oui. fais? Bah, c'est là justement où la question de on en revient, tu vois? Vraiment là, on rembobine un peu par rapport à l'après-après, hein. Ça veut Ouais, dire que ouais. la pause, elle est essentielle. Elle peut prendre des formes différentes, mais n'empêche qu'elle est essentielle précisément parce que, je suis pas voilà, le cortex préfrontal, c'est un truc génial, mais ça peut pas fonctionner tout le temps. Sinon on meurt d'épuisement avant Tu l'âge peux expliquer et ça en 2 mots pour ce tu vois, un sportif qui est là, qui entend ce qu'il vient de te dire et qui connaît pas tout ça, ouais, moi, bah, j'ai chef, ouais, c'est génial quoi. Attends, je suis toujours, ouais. chaque matin, je vais pas Oui, oui, excité, oui, oui. Bah, moi aussi je le suis, mais en même temps, enfin, c'est de la construction mentale. Mmh. Alors notre cerveau, il va très vite pour la construction mentale, donc pour des croyances, il va très vite pour les préjugés, il va très vite pour, se Mmh. projeter, il va très vite pour, croire que, heu et à un moment donné, dans l'après-après, le fait de laisser les choses en sustentation, ben, c'est important parce qu'elles s'égouttent et quand elles s'égouttent, il y a la nature du truc qui revient, quoi. Tu t'es soigné comment là-dessus, toi? Dans un premier temps, quand on a 30 ans et quand même on a encore plein d'énergie, on sent pas encore la limite, physiologique ou mentale, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont amené sur cette voie-là? Et tu dis: «Waouh, super inspirant de voir quelqu'un qui est capable d'être aussi efficace que moi alors qu'il en fait beaucoup moins, il se Mmh. pose, il est calme». Ou Ouais. alors ça a été ton corps qui t'a ralenti, il fait: «Stop». Alors, pas mon corps, mais je pense que là aussi, c'est la clarification, en fait, hein. Pour moi, la clarification, c'est à un moment donné être en capacité de dire, «Ça, c'est moi, mais aussi c'est pas moi». Il y a un bout de ça qui est moi et il y a un bout de ça qui est pas moi, ou si tu préfères, il y a une partie de moi qui a envie d'y aller, de continuer à penser, à réfléchir, à laisser tourner, mais je sens bien qu'il y a aussi une partie de moi qui est pas tout à fait prête à ça tout le temps, Mmh. et qu'est-ce qui se passe quand je l'expérimente, cette partie de moi? Et là, si je reviens à ta question qui est la vraie, vraie, vraie raison, ben, je crois que c'est ça, hein. C'est qu'à un moment donné, comment chacun de nous, on laisse suffisamment de place aux différentes parties de nous. Mmh. Les différentes parties de nous, elles sont là depuis, voilà, depuis qu'on a été conçu, peut-être même avant, après Je le mais bon, dis, de façon inversée, ce que tu ouais. viens de dire, finalement, si je laisse pas de place à cet espace-temps de calme, finalement, on passe à côté de plein de choses. On passe à côté de soi. On passe à côté de ce Bah, qui ouais, nous je ferait du bien potentiellement, mais on se rend plus compte parce que le cerveau, il a sa ouais, je sais satisfaction ouais, dans cette, dynamique. ouais, ouais, je saurais pas le dire comme une règle pour tout le Ouais. monde, mais en tout cas pour moi, c'est ça, et ce qu'il me semble observer d'autres personnes, c'est aussi ça, c'est-à-dire, laisse de la place aux différentes parties de toi qui disent autre chose que ce que tu as toujours eu l'habitude de faire. Donc je reviens aux 2 Mmh. construits. Les 2 construits, il y en a un qui est, voilà, qui sont, nos habitudes, nos maîtrises, la dimension entre guillemets «sans surprise». Je sais où j'ai rangé la moutarde et je peux y aller les yeux fermés, et je peux même penser à autre chose et faire autre chose en même temps. Mmh. Et le deuxième construit, c'est, chaque fois qu'il y a un truc qui vient là et qui nécessite que je prenne du temps, heu heu, pour poser une réflexion de manière un peu différente. C'est plus de l'automatisme, hein, c'est vraiment de la réflexion, quoi. Mmh. Avec le risque que cette réflexion, elle soit trop ancrée elle aussi, dans de la construction mentale. Heu, voilà, donc là, ce qui émerge pour moi dans ce que tu évoques, c'est la dimension du vécu subjectif, quoi. Mmh. C'est l'incarné. L'incarné, c'est ça, en fait, hein. L'incarné, c'est quelque chose qui est là et qui ne peut être valable que pour la personne dans son contexte, quoi. Ce qui est signifiant pour elle à ce moment-là. Ouais. Et les conversations avec toi, quand on est alors peut-être
peut-être pas encore à l'époque, on va y venir, hein, lorsque tu commences à embrasser cette forme d'accompagnement. Euh, Comment tu concrètement t'invites à ça avec une personne qui est en face de toi? Alors, c'est pas systématique, sur Non. d'autres sujets évidemment, Ouais. mais si on parle cet espace-temps où là j'ai besoin de me poser, me remettre en réflexion et de réaligner quelque part, et j'ai pas le temps parce que chef, patron, c'est François, j'ai la vie, Ouais. mon travail, les finances, la famille, etc. m'empêchent d'aller vers cette réflexion, ou cette curiosité, où ça m'aspire, mais je peux pas. En fait, je me demande si c'est moi, je pense que c'est plutôt l'autre qui me guide, en fait. Mhm. C'est dans ce que les gens me disent que moi, j'y vois des portes ou des fenêtres, pour reprendre Ouais. la métaphore de tout à l'heure, hein, mais j'y vois des portes que je choisis d'ouvrir ou pas. Mais c'est les autres qui me mettent devant les portes, en fait, hein, dans leur manière de dérouler leur vécu. Et là aussi, si je me laisse prendre par moi, Mhm. ce qui peut toujours arriver de se laisser prendre par soi, Mhm. ben, du coup, j'en oublie l'autre. Je suis plus dans une posture d'accompagnateur, Je quoi. sais ce qui est bon pour toi. Ouais, c'est ça. Ça peut être: «Je sais ce qui est bon pour toi», ça peut être, voilà: «C'est moi qui sais et puis, toi tu sais pas». Ça peut être, voilà, ça peut être de la prescription d'outils ou de techniques. Mhm. Mhm. Voilà, les outils, les techniques en prépa mentale, c'est un tout petit bout de la prépa mentale. Heu, voilà, par contre, si j'accepte que l'autre, il vient et il se pose là avec, ce qu'il est en ce moment, et puis qu'en le déroulant, j'essaie de finalement pas trop enlever, pas trop rajouter de choses, et c'est ça qui est difficile. C'est toujours, enfin, c'est toujours la vigilance aux inférences, quoi. Mhm. Heu, Mhm. dans ce que dit l'autre, si j'essaye, heu, il y a rien à enlever, il y a rien à ajouter. Si j'essaye d'être à peu près là-dedans, il va m'amener à un moment donné devant une porte qui aura de l'importance pour lui, c'est sûr. Mhm. Et la porte qui a de l'importance pour lui, ben, j'essaierai d'avoir la délicatesse de l'ouvrir, et puis, d'avoir son accord pour l'ouvrir, mais d'y aller. Et ça, ben, ça peut prendre des formes très différentes dans le dialogue, dans la relation. Ça peut être des gens qui te disent 3, 4 fois la même chose. Et là, s'il me dit 3 fois la même chose, c'est peut-être il s'est pas Mhm. entendu, il Mhm. s'est pas senti entendu, ou peut-être que c'est important pour lui. Ça peut être, bah, évidemment des questions émotionnelles qui sont fortes, donc quand la personne, elle te le dit la chose qu'une seule fois mais avec émotion, ben, voilà. Quand elle met en avant des valeurs qui font référence à ça, voilà, donc il y a plein de manières, en fait, pour les gens qu'on accompagne, de nous amener devant les portes importantes. Heu et là, la posture de celui qui accompagne, c'est, à mon avis, d'être très vigilant d'abord vis-à-vis de lui-même, Mhm. heu et de pas se laisser embarquer par, ouais, la nature de nos propres constructions mentales, quoi. Mhm. Ouais, Ouais, ouais. les postures. Ça revient sur cette période où tu veux explorer, aller plus loin, c'est quoi ta démarche d'ailleurs et pourquoi on parle de plus de préparation mentale, en tout cas aujourd'hui, Ouais. et pour toi à l'époque, ce que ça pouvait signifier, même s'il y avait peut-être pas ces termes-là, Ouais, et puis la psychologie, la psychanalyse, ouais. comment tu choisis toi ta voie, là, ton cheminement là-dedans? Oh bah, là, c'est l'ensemble je dirais, de ma curiosité qui m'a amené à Mmh. ouvrir un petit peu tout ça. Ouais. Et Hem, peut-être que tu as un choix à faire à un moment donné face à ce panel-là, comment tu te oui, spécialises ou tu t'orientes, ou comment tu disais tout à l'heure finalement renoncer à ça pour, choisir d'abord autre chose? ouais, hem, je sais pas, en fait, si mes renoncements, c'est des vrais renoncements. Mmh mh. Probablement que les puristes, ils diraient que ce n'en est pas. C'est plutôt des hiérarchisations, parce que je pense que tout reste très intéressant, et encore une fois, si vraiment, le fondement le plus important, c'est celui de la réalité subjective de l'acteur, ben, ça veut dire que là, tout est ouvert, tout reste ouvert, et tout est tout le temps ouvert, en Ouais, fait. Et ça, ça appartient pas à l'accompagnateur, ça ouais. appartient à la personne qui est accompagnée. Et du coup, bah, oui, dans ces années-là, j'ai encore le souvenir, moi, d'athlètes, enfin,
Donc on commençait à peine à utiliser en effet ces mots-là, préparation mentale ou le mental, où on préférait parler d'aspepsie, mais aspepsie, ça voulait dire je suis un peu fou encore. Mmh. Et j'ai encore le souvenir d'athlètes qui à ce moment-là disaient, «Mon entraîneur, il doit surtout pas savoir que je fais de la préparation mentale avec toi, sinon, c'est ma place en équipe de France qui se joue», enfin ou des choses comme ça. Ça, c'était quand même des trucs un peu dingues, quoi. Mmh. Ça existe encore aujourd'hui, mais à un degré, vraiment, nettement moindre, Ouais. quoi. Donc c'est là aussi où moi je mesure qu'il y a des choses qui ont avancé. Ça veut dire que, le monde du sport, en France en tout cas, s'est acculturé à la dimension mentale. Je Mmh. préfère parler de la dimension mentale au sens Mmh. large, pas seulement de la prépa mentale. Ouais. Et après là-dessus, ben, je crois que ça a été un peu enfin, voilà, ma curiosité naturelle m'a fait naviguer à droite à gauche, donc j'ai parlé de la PNL, je me suis formé aussi en analyse transactionnelle. Mmh. J'ai fait une formation de musicothérapeute aussi, c'était vraiment extrêmement intéressant sur la dimension non verbale, sur ce que, enfin, produit le non verbal, entre individus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Hem, voilà, sur l'écoute rogérienne, sur enfin, voilà, tout un tas de, comme ça de et je pense que ça a été dans un premier temps, ça a été un fonds de commerce entre guillemets «rassurant» pour moi parce que j'avais le sentiment d'avoir suffisamment d'outils et je pense que ce qui me manquait à l'époque, c'est ce que j'observe, peut-être par défaut aujourd'hui, Mmh. qui manque à mon avis à des préparateurs mentaux qui se lancent, c'est justement cette question de la posture, quoi. Ouais. Ouais. Et qui t'a éclairé ou t'a accompagné sur cette démarche-là? Ben, je pense qu'en fait, les diverses formations que j'ai fait ont été extrêmement éclairantes et notamment sous des angles, sous des ancrages théoriques très différents, mais elles m'ont permis justement de m'offrir une palette de positionnement, suffisamment riche et puis, dans ces années-là, j'ai fait 3 ans de psychanalyse et ça a été vraiment extrêmement intéressant aussi parce que Diversité? non, 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 c'était vraiment un travail avec un psychanalyste. Mmh. De manière, j'ai envie de dire très simple et très complexe à la fois, parce que, pas toujours l'impression qu'il y a quelque chose de concret. C'est peut-être parfois ce qui fait Mmh. renoncer les gens et en même temps, là aussi, ce fameux puissant fond, heu, qui est là, qui est, enfin voilà la nature de l'individu, quoi. Et justement, quand on commence à toucher du doigt, ces choses un peu molles, parce que le cerveau, c'est mou, c'est Ouais, pas dur, c'est pas des sciences dures, ouais, c'est une science molle, diront certains d'ailleurs. ouais. Heu, dans une période où c'est encore, pas, voilà, acculturé, comme tu viens de le dire d'ailleurs, c'est pas une évidence. Ça l'est pas encore tout à fait encore aujourd'hui, parce que c'est pas reconnu non plus d'ailleurs, hein, Mmh. donc tu utilises les termes rapidement, tu y contribues. Mais comment tu vis toi alors tu as parlé d'un fonds de commerce qui devenait, structurant pour toi, donc à la limite c'était déjà rassurant. Je pense que la base est faite quand tu as ton fonds de commerce, mais quand même peut-être pas de suffisamment beaucoup de reconnaissance ou des choses qui peuvent être aussi caricaturales dans ce que toi tu fais. Est-ce qu'on te gourouise? Est-ce qu'on te met sur un piédestal? Ou inversement, est-ce que les coachs, pour le coup, qui pourraient s'inquiéter de toi vis-à-vis de leurs athlètes, bah, tu deviens un peu pas le pestiféré peut-être sur les parquets ou ou sur d'autres, Mmh, terrains de jeu? alors, pas tellement pestiféré Ouais. parce que j'ai toujours été très discret Ouais. sur, qui j'accompagnais, enfin voilà et ça me semble encore être important aujourd'hui. Mmh. Je peux comprendre, en effet qu'on ait envie de mettre en avant tel athlète ou tel athlète et dire: «C'est moi, que je l'accompagne». Mmh. Mais, mais ça me semble être, quand même, enfin, je pense qu'il faut le faire avec beaucoup de réflexion. Mmh. Beaucoup de réflexion, ouais, beaucoup de réflexion parce que ça touche justement à la posture et heu, le syndrome de réussite par procuration, il est connu depuis Mmh. très longtemps et c'est enfin, c'est un des principaux écueils Alors de néanmoins, du on peut métier s'arrêter un d'accompagnant. tout petit Ouais, peu là-dessus puisque ouais, comme tu dis, c'est sans doute un écueil ouais. et ça va prolonger la question que je te posais Mmh, justement en termes de mmh, reconnaissance. Mais effectivement, on a un peu dans les médias d'aujourd'hui et c'est pas d'aujourd'hui parce que même dans les années 80 quand même les médias avec, les grandes sociétés telles Publicis, ouais, enfin on justement on met le culte, ouais. de la Mmh, réussite, de la mmh, victoire et mmh, forcément, bah, les mmh. réussites
c'est boum les égos, quoi. Mmh. Tu dis ça peut être une limite, ça peut être une limite déjà dans ta pratique à toi, mais malgré tout, quand on a des 2-3 préparateurs mentaux qui se revendiquent comme étant tels et qui le sont, hein, parce qu'ils ont des succès au niveau des champions olympiques, com est-ce qu'on a besoin de ça, en gros, pour faire revendiquer que ce métier est un métier à part entière? Est-ce que finalement, je vais poser ma question autrement, est-ce qu'on n'a pas besoin aussi malgré tout de ça d'un point de vue médiatique pour que ça initie derrière une démarche de reconnaissance, plus solide, plus de fond et que ce soit devienne un puissant fond, mais pour le travail de fond et pas le travail de forme. Mais tu sais, on est dans une société quand même où Ouais. voilà, on regarde 30 secondes ce Ouais, qui se passe et ce qu'on dit et bah, tiens, c'est quand même le preuve voilà, cette personne-là, elle a fait ses preuves avec un tel qui est champion olympique, ça saute, ça mmh. suffit, quoi. Alors j'ai du mal à répondre à cette question directement, mais si c'est utile, comme tu le suggères, Mmh. c'est alors de la responsabilité de l'athlète et pas du préparateur mental. OK. Préparateur mental, c'est vraiment une fonction de l'ombre Ouais. et je crois que si on n'a pas complètement intégré ça, à un moment donné, on va se penser, être un acteur au mauvais endroit. Enfin, voilà. C'est un acteur, mais cet acteur doit rester au bon endroit Mmh. et le bon endroit, c'est dans l'ombre. Je vois encore beaucoup de préparateurs mentaux qui sont très attachés aux résultats, par exemple, que font leurs athlètes et ça me questionne beaucoup. Alors je peux comprendre, hein, la dimension affective, je peux comprendre, tout ça quand on construit quelque chose avec quelqu'un et en même temps, j'ai envie d'interroger, ce que tu travailles quand tu es préparateur mental, c'est pas le résultat. Le résultat, c'est pas ton job, quoi. C'est comme les skieurs entre 2 manches, qui font des calculs. Le Mmh. calcul, c'est pas le job du skieur. Le job du skieur, c'est de skier. Le job de celui qui calcule, qui fait les fichiers Excel entre les 2 manches, bah, c'est le job de celui qui fait les fichiers Excel. Et du coup, pareil à la fin de la deuxième manche, c'est pas le job du skieur, c'est le job de Alors, c'est quoi ton plus grand plaisir à toi, si on est quand même juste, dans cette reconnaissance, mais personnelle, estime de soi, tu as sans doute pas besoin depuis le temps que tu le fais, que tu as cette assise dans ce métier, cette évolution, mais quand même, où est-ce que tu vas te nourrir d'un certain plaisir de voir, même si c'est pas dans la performance malgré tout, quelqu'un qui t'accompagne, c'est quoi le plaisir pour toi? alors, Si bah, ça peut parler c'est de quelque chose. d'abord dans l'évolution par rapport aux habiletés mentales, parce Ouais. que c'est quand même le cœur du réacteur, hein. Mmh. Là, on est quand même au cœur du truc, travailler la dimension mentale ou appelons-le prépa mental, pourquoi pas, mais Mmh. c'est quand même d'aider quelqu'un à développer des habiletés mentales dans un contexte particulier d'une recherche de performance et des fois, la recherche de performance, c'est revenir de blessure, des fois, la recherche de performance, c'est, d'avoir une meilleure relation avec son entraîneur, des fois et cetera, hein. Donc ça veut dire que là aussi, si le boulot il est bien fait, ça veut dire qu'on est en capacité de mettre en place des objectifs qui comprennent des observables et ces observables, ils permettent à un moment donné, notamment à l'athlète, peut-être un peu moins parfois à l'entraîneur au prep mental, mais ils permettent à l'athlète, et à son écosystème, de voir qu'il y a eu des choses qui ont évolué, des compétences qui ont été développées. Ça, c'est pour moi, c'est le point vraiment crucial et puis après, j'ai comme ça des petits tips qui me sont personnels. C'est quand, parfois j'entends des athlètes que j'accompagne qui dans des interviews dans des médias, vont ressortir un point qu'on a travaillé ensemble. Je me dis: «Tiens, là, c'est intéressant parce qu'il y a Mmh. quelque chose qui a bougé». Appropriation Ouais, en plus, tu ouais, c'est ça, hein. C'est même, oui, oui, une appropriation, enfin, ouais, qui peut aller vraiment de manière très profonde. Ça veut dire que beaucoup d'athlètes, beaucoup d'entraîneurs pensent que la dimension mentale, c'est, enfin voilà, c'est de faire un truc extraordinaire, mais en fait, la plupart du temps, c'est de faire ce que tu sais faire, ce que sous-entendu, ce que tu fais à l'entraînement, que tu as répété des milliers, des dizaines de milliers de fois. À l'entraînement, tu sais le faire, heu, mais les contextes de compétition font que tu as du mal à le reproduire de manière régulière en compétition et donc la prépa mentale, elle te fera pas faire le truc exceptionnel, voilà, tu vas pas être Bob Beamon, tu vas pas faire le saut de ta vie, mmh. tu vas juste faire ce que tu sais faire et ce que tu sais faire, c'est différent du résultat. Et je pense que là, il y a une grande confusion parce que le monde du sport et notamment les athlètes, mais aussi les entraîneurs, ils sont biberonnés à la notion d'objectif. Quand on parle d'objectif de résultat et c'est Mmh. une confusion pour moi, c'est une grande confusion.
les objectifs les plus importants, c'est les objectifs de maîtrise. Et il se peut que parfois, quand les conditions sont réunies, ces objectifs de maîtrise, ils amènent à une Mmh. performance et que ces objectifs de performance amènent à un résultat. Mais tant qu'il y a la confusion, en fait, ben, ça veut dire que, en effet, on va être attaché au résultat de l'athlète. Mmh. Ouais. Quand on est en capacité, en tant que prep mental, de se focaliser sur les objectifs de maîtrise et de mettre des critères, des indicateurs, critères d'évaluation, des indicateurs qui sont observables, notamment observables pour l'athlète et pour son entraîneur, bah, là, du coup, on est en train de lui donner un pouvoir incroyable, quoi. Mmh. Mmh. On est en train C'est quoi le plus grand des pouvoirs? hein? C'est quoi le plus grand des pouvoirs Ah pour toi? ben, c'est justement d'être conscient de ce que je suis capable de faire. Mmh. Si quand je commence ma compétition, quelle que soit la discipline, mon attention elle est, «Tiens, si je fais ça, je passe premier» ou bah, l'attention elle est pas au bon endroit. Mmh. L'attention de l'athlète, c'est pas un comptable. Son job, c'est pas de dire: «Si je fais ça, je vais être premier ou si je fais pas Mmh. ça, je vais être deuxième ou si, ça, c'est le boulot des comptables. Ouais. Le boulot de l'athlète, c'est d'être athlète et donc de refaire avec régularité, et de la manière la plus, propre possible, ce qu'il fait déjà à l'entraînement à de multiples reprises. Il y a quelques athlètes qui sont très intéressants là-dessus parce que ça veut dire que en fait, quand ils produisent une performance, ils n'ont aucune surprise parce qu'ils l'ont déjà produit des Mmh. centaines de fois à l'entraînement. Sauf que jusqu'à maintenant, ils n'arrivaient pas à le mettre en place, hein. Mmh. Et c'est aussi, je pense, enfin, on commence à en entendre parler depuis quelques années. Peut-être ça vaudra le coup un jour qu'on refasse un podcast là-dessus si tu le juges intéressant, mais c'est ce qu'on appelle l'entraînement par simulation, c'est-à-dire aller s'entraîner de la manière la plus proche possible de ce qu'on rencontrera en compétition. C'est très intéressant. Enfin, l'exemple là qui me vient en tête qui est très récent, c'est le Français Jimmy Gressier qui est champion du monde du 10 000 mètres. Mmh. Et en fait, quand tu écoutes, comment il a travaillé avec son entraîneur pour préparer ça, heu et ben, en fait, ils se sont rendus compte que alors, tous les coureurs de 10 000 travaillent sur leur dernier 400 parce qu'évidemment, le dernier tour, c'est hyper important. C'est là où il y a l'emballage, c'est là où on sprint et c'est là où on gagne les places, sur le podium. Mais eux, ils se sont rendus compte que dans ce 400 mètres, il y avait des différences Mmh. et que les 2 premiers premiers 200 mètres n'étaient pas les mêmes que les derniers 200 mètres et que dans les derniers 200 mètres, ils ont sorti des pourcentages là-dessus et ils ont fait en sorte qu'ils Mmh. s'entraînent avec ça. Ça veut dire que son dernier 400 mètres, il n'était pas couru de manière, je dirais, uniforme. Ouais. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que là, on est en plein dedans, quoi. Là, on est dans ce qu'on appelle vraiment l'entraînement par simulation. Ça veut dire je simule ce qui se passe dans une course de 10 000 mètres de haut niveau. Et dans cette course, eh ben, je sais que les 30 derniers mètres, ils seront hyper importants. Et donc, je vais m'entraîner pour que quand arrivent les 30 derniers mètres, j'en ai C'est pas les encore. mêmes Eh ouais, conditions et ouais, ouais. ouais. Mmh. Et il s'était entraîné aussi, par exemple, quand il y avait un championnat, je ne sais plus que c'était, avec des conditions, beaucoup d'humidité, et cetera. Il s'est entraîné pendant 2 mois dans une pièce où il y avait de Ouais. l'humidité, et cetera, et cetera. Mmh. Voilà, donc c'est à la fois connu, parce que ce que je dis là, ça a rien d'extraordinaire et en même temps, finalement, la dimension mentale, elle vise à ça aussi. Comment, quand je prépare quelqu'un mentalement, je peux l'aider à s'entraîner par simulation? C'est-à-dire à rejoindre, au plus proche qu'il est possible de le faire, les conditions qu'il aura le jour de la compète. Dans un état de conditionnement intérieur, puisqu'en fait, on peut se trouver dans une pièce avec toi et qui n'a rien on Alors, sera ça on peut être au travers mmh d'outils mh. comme l'imagerie mentale, par Ouais. exemple, hein, Mmh. mais ça peut être aussi, là, ben, on a une séance aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ou ça peut être aussi du partage de ce qu'on appelle la préparation mentale intégrée. Ça veut dire, l'entraîneur, le préparateur mental travaillent ensemble Mmh. pour mettre en place en situation quelque chose qui est très proche de l'entraînement, Mmh. de la compétition. Et puis, il y a un autre, il y a un autre signifiant à mon avis là derrière qui est et qui nous touche beaucoup, enfin, qui touche à mon avis les coureurs d'ultra, c'est que, l'entraînement, c'est pas la compétition et l'entraînement sera jamais la compétition et la compétition sera jamais l'entraînement. Mmh. Mais ça veut aussi dire que la compétition, c'est de l'entraînement. Mmh. Et donc c'est important aussi, dans la fixation d'objectifs, que les athlètes se donnent des objectifs d'entraînement pendant les compétitions. Ils peuvent avoir un objectif de résultat ou voilà, un objectif de performance sur un ultra qui peut être même des fois aussi simple que je veux juste finir dans les barrières horaires, par exemple, hein.
Mais au-delà de ça, est-ce que tu peux te fixer quelque chose qui sera là, qui sera présent et qui t'aidera pour la prochaine fois? Pourquoi? Bah, parce qu'on ne peut pas s'entraîner à faire de l'ultra dans les conditions de la compétition. Quand on en fait 2, allez 3 maximum par an, on Mmh. est déjà pas mal, quoi. Mmh. Et donc on ne pourra jamais s'entraîner vraiment, voilà. Donc ça veut dire que si là, cette course, elle me sert à m'entraîner pour la prochaine fois, bah, c'est super intéressant. Ouais. Ouais. Bah, justement, ça fait une sorte de transition pour ce qu'on aura à se dire pour les prochaines fois, puisqu'en plus tu me proposes là déjà des sujets exploratoires, entraînement par simulation, la préparation mentale intégrée et puis, bah, la stratégie d'approche par rapport à des ultras qu'on peut pas faire, c'est difficile de se conditionner. Donc comment avoir une stratégie d'approche Ouais, évolutive, mettre de l'intelligence. J'ai beaucoup ouais. aimé en tout cas ces termes de réflexion que tu as mis, par rapport à justement les habiletés mentales, c'est quoi? Ben, c'est sortir un peu entre guillemets des habitudes, des routines et pourtant les rituels, on sait que c'est important, Mmh. dans le conditionnement mental, mais il faut savoir aussi, se mettre à côté de ça donc sur les 2. Comment tu dis d'ailleurs le terme? Ça m'a un peu surpris, tu vois? C'est pour ça que je t'ai repris tout à l'heure. Faut que je le retrouve. Tu as parlé des 2 les 2 quoi? Pas produits, tu as dit quoi? De construit. 2 construits. C'est Ouais. une notion que tu m'avais jamais évoquée jusqu'à présent, donc ça m'a perturbé au début Ouais. et tu es revenu dessus heureusement, je te remercie parce qu'en fait c'est pas c'est la terminologie en fait, Ouais, ouais, hein, et ouais. c'est quelque chose qui est je trouve assez, exploratoire ça aussi, ouais. Bah, ouais, j'utilise ce terme «construit» parce que c'est en fait, c'est quelque chose qu'on construit et surtout parce ce qui est important, en fait, c'est qu'on articule ça. C'est l'articulation de ces 2 choses-là, en fait, qui est importante. On a tous, au quotidien des tonnes de trucs qu'on fait, voilà, ouvrir une porte, boire la bouteille, conduire une voiture, on fait tout ça en mode automatique et en même temps, la performance, c'est quand même quelque chose d'un peu particulier. Ça veut dire qu'on cherche quelque chose qui est un peu spécifique, qui est pas normal. Mmh. Alors, quand j'utilise le mot normal, c'est pas, hem, ça veut pas dire que c'est pathologique, Mmh. mais ça veut dire que c'est pas normal au sens de pas habituel. Mmh. La norme, Voilà, c'est c'est une norme. c'est ça et du coup, c'est là alors à la fois le danger de le rendre normal, ça Mmh. veut dire que ça soit tout le temps ça, d'où l'importance de cette pause dans l'après-après et c'est en même temps, important de savoir que la compétition, c'est pas normal. Parce que quand je le sais, ça veut dire que je pose un acte vis-à-vis de moi, un acte mental particulier, dans lequel j'engage quelque chose de particulier. J'engage, tout mon moi. Mmh. C'est pas juste mes capacités physiques ou mon mental comme on l'entend souvent, c'est l'articulation de l'ensemble de tout ça, dans le vécu subjectif de la personne. Ça, c'est vraiment parce que ça peut aller chercher des choses qui soient très, très profondes, très profondes. C'est, voilà, c'est vraiment la dimension implicite de ce qui est présent et la plupart du temps, les athlètes ne savent pas comment ils s'y sont pris pour faire ça. Mmh. Ils ne le savent pas et le travail sur la dimension mentale, c'est aussi de les aider à les rendre plus conscients de ces choses-là. Alors ça me bah, alors là je vais faire une question qui restera en 3 petits points de suspension. Ouais. Pas assez pour générer des frustrations et donner envie de se revoir, mais pour avoir échangé pas mal aussi avec, bah, tu vois, des sans nous enfoncer ni toi ni moi, mais des personnes qui ont eu un peu de vécu, tu vois? Et j'aime aller à la rencontre de ces personnes-là parce que souvent on se dit: «Beh, plus on va dans le fond et moins on sait plus on se rend compte qu'on sait rien, qu'il y a encore tellement de choses à découvrir» et il y a une notion par rapport à ça qui est très frustrante pour moi, et pour beaucoup d'athlètes aussi j'imagine, enfin c'est pas c'est une réalité, c'est quand on commence à faire ces cheminements, c'est de compréhension, bah, en fait, on fait un pas en arrière, en fait. C'est dès que tu commences à, bah, forcément, à aller un petit peu, mettre de la réflexion pour sortir de tes habitudes ou quand tu commences à aller chercher, bah, une vraie raison à quelque chose qui était automatisé pour toi ou à une vraie raison qui était à peu près conscientisée, en fait, bah, ça demande des ressources, tu l'as dit tout à l'heure, hein, dans ton parcours. Besoin pour, ça prend de l'énergie et forcément, comme ça prend de l'énergie, bah, c'est au détriment de la performance souvent et c'est ça que je trouve, bah, t compliqué pour les gens que j'accompagne Mmh. parce et Mmh. c'est d'accepter que ce cheminement-là, déjà d'une moi, il va durer, mais c'est en plus, il va être Mmh. fait de bas. On fait un pas en avant et parfois on fait 2 pas en arrière et quand on rentre dans la dimension mentale, on n'a pas forcément, bah, on a envie que ça aille vite en fait, hein. Comme tu disais tout à l'heure: «Donne-moi un quoi, donne-moi un outil» et ça va aller bien et souvent ça marche. Mmh. Tu donnes un outil, voilà Mmh. et c'est ce qu'on aime sur les Mmh. réseaux sociaux. J'ai vu un outil, ça y est, ça marche, bah, Mmh. c'est bon, Mmh. il y a plus qu'à et Ouais. en fait, quand tu fais une fois, 2 fois, 3 fois et que tu te rends compte qu'il y a plein d'autres outils, bah, c'est là que ça devient un peu casse-pied parce que peut-être Ouais. ta performance est un peu altérée. Ouais. Je pense que tu as plein de réponses à faire par rapport à ça, mais on n'a pas le temps. Ben, en tout cas, très très rapidement là-dessus, je pense que
c'est une construction mentale précisément de croire qu'on perd du temps. Ouais. À mon avis, on en gagne, mais on se rend pas compte qu'on en gagne en fait, parce qu'on a le sentiment qu'on peut aller plus vite. Mmh. Heu, donc ça, c'est un point d'abord qui est important, c'est une croyance. Mmh. De la même manière qu'il y a plein d'athlètes qui ont la croyance que quand on dort pas bien, on peut pas performer. Mmh. Les travaux scientifiques, ils montrent plutôt le contraire, à quelques exceptions près. Et après, moi, j'ai pas de souci avec, enfin, les gens qui voudraient pas se poser de questions, enfin, voilà, ou pour qui le sens, c'est, bah, j'aime ça, ça me plaît, Mmh. point final, c'est suffisant. C'est très bien, enfin, s'ils sont à l'aise avec ça, quelque part, j'ai tendance à penser que de toute façon, on se fait rattraper par ce qu'on n'a pas suffisamment exploré Mmh. et que, bah, si c'est assez exploré pour eux, ça ira comme ça et puis si c'est pas assez, ils seront Pas «rattrapés» entre guillemets, ouais. gentiment rattrapés, hein, c'est Mmh. tout, C'est la vie. c'est ouais, c'est comme ça, on se confronte à un truc et puis il est là, après qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Qu'est-ce que je me sens prêt à en faire de ce truc-là? Voilà. J'observe quand même qu'il y a enfin, voilà, que quand la question et là, je parle peut-être plus spécifiquement vraiment de la course Mmh. d'ultra, Mmh. parce que ça met en jeu d'autres dimensions, notamment sur la durée, la question de la durée. J'ai quand même le sentiment que les gens qui se mettent un objectif de faire de l'ultra et puis qui atteignent pas cet objectif, quelque part, là, il y a un truc qui surgit qui est l'ordre du sens qui a pas été suffisamment, Mmh. sinon Transmis. réfléchi, en tout cas, suffisamment observé avant, quoi, Mmh. hein. Voilà, mais bon, j'essaye aussi de rester très basique avec ça, hein, parce que c'est encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a pas de réponse, Ouais. qui s'adapte à tout le monde en tout contexte. C'est moi, c'est mon histoire, c'est ce que je peux observer avec les athlètes que j'accompagne, Mmh. un athlète de mon point de vue, hein, en tout cas de ce que je vois, un athlète heureux, c'est un athlète qui est quand même au clair avec ça. Ouais. Parce que ça, c'est le terreau éventuellement du reste. Mais ça mériterait sûrement de se poser la question de la part de la performance ou de la dimension sportive dans la globalité de la vie, quoi. Mmh. Ouais. Et puis il y a un truc qui est peut-être rassurant malgré ce côté, bah, pour me chercher au fond et cetera, ça peut être un peu lourd, un peu trop sérieux. Bah, moi je me suis rendu compte avec toi que malgré les apparences, c'est assez joyeux, comme tu as dit, parce que d'être heureux finalement, c'est quand même une belle un bel objectif d'être heureux quand même dans la vie et si en plus on le fait dans le sport ou dans les relations affectives et cetera, cette dimension mentale peut être, à la fois utile pour soi, mais en Ouais. même temps joyeuse et moi je me marre bien avec toi, des fois. Alors c'est pas, c'est un humour, voilà, c'est pas l'humour, mais moi je l'aime bien en tout cas. C'est vraiment du second degré et puis aller chercher dans les mots, bah, des choses qui sont assez joyeuses et rigolotes. Je te remercie pour ça. Je crois pas avoir l'occasion de le faire d'ailleurs. Mais moi Ouais. j'aime beaucoup ce que tu m'amènes à moi personnellement avec ce sourire, ces yeux pétillants et puis aussi ces jeux de mots, qui me plaisent bien. Je sais J'adore. pas si c'est des jeux de mots, en fait, hein, c'est ce qui m'arrive et du coup, bah, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Ouais. Il y a pas forcément à en faire grand-chose des Mmh fois, mh. mais Non, tu pas encore au niveau de Raymond DeVos. ah non, sûrement. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire les jeunes qui nous écoutent? Raymond DeVos? J'avais aussi, la référence Ivan Lendl tout à l'heure quand tu me parlais de pas regarder le score, mais de regarder le jeu quoi. Lui, Ouais, c'était un ouais, si tu as celui ouais. le tennisman qui regarde le tableau de score, c'est celui qui se plante quoi. Ça, c'est le grand, grand truc vraiment des sportifs, quelles que soient les disciplines, voilà, c'est mets ton focus attentionnel Mmh. sur la manière. Après le reste, de toute façon, c'est pas ton job. De dire si tu as gagné ou perdu, c'est pas ton job et Mmh. puis il y a des fois, c'est le contexte qui décidera parce que l'autre sera meilleur que toi et pourtant tu auras fait une sacrée belle perf. Mmh. Donc ça c'est ouais, je pense que c'est quelque chose qui est ça fait son chemin. Il y a des disciplines qui bossent beaucoup là-dessus, hein. Je pense au biathlon avec qui je bosse, là, c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'il y a des entraîneurs, très, vraiment très, très bons là-dessus, qui ont vraiment fait ce chemin-là et alors il y a des disciplines qui sont des révélateurs de ça parce que Mmh. le moindre truc, ça fait tout exploser et donc Pour ça qu'on aime le biathlon d'ailleurs. ouais, ouais, ouais. Il faut pas grand chose pour que ça C'est ça sorte de ça et côté un en peu. même temps, ce que recherche tout le monde dans le biathlon, c'est de se concentrer sur la manière, sur ce qu'on sait faire, ce sur quoi on s'est entraîné, d'être dans l'instant présent, en fait. Mmh. C'est rien d'autre que de la méditation, hein, donc Mmh. voilà. Mmh.
Bon, on va continuer nos discussions une prochaine fois, François. Comme je t'avais dit, mon petit doigt m'avait dit, et les deux mains j'ai deux petits doigts, donc c'est passé dans les deux oreilles, tu vois, ça peut pas être autrement. Mais oui, parce qu'on s'est arrêté à tes 30 ans, finalement. Donc, on n'a fait qu'un petit parcours de ta vie. Et donc, on va continuer ensemble une prochaine fois. Mais c'est bien, donc ce que je voulais vous dire à vous qui nous écoutez, déjà vous avez des questions, j'en suis certain. Eh ben, posez-les nous, posez-les moi. Vous avez regardé sur YouTube, vous mettez un commentaire en dessous. Vous êtes sur Spotify, je ne sais quoi, quelle plateforme, je fais pas de pub pour eux, mais bon, n'hésitez pas à commenter. Et au mieux, vous allez sur l'Instagram Cyril Blanchard ou vous cherchez François Castel, que vous ne trouverez pas d'ailleurs. Je suis pas très présent Mais, sur. tu l'as dit, faut être dans nombre d'eux. Ouais. Et je suis très pas du tout aligné avec ça, moi, parce que je suis encore dans le règne du C'est marketing. très bien. Le soleil, c'est parfait aussi. Et il faut, ouais. Mais ça me désaligne de mon être profond, tu vois, ce genre de choses. Non, 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 non. Chacun son truc. C'était en rien, évidemment, ni une injonction, Ah, ni mais non, ni mais un conseil. Mais non, non. tu sais, c'est que le truc aujourd'hui, on dit à tous nos athlètes, si t'es pas vu, t'hésites pas, Oui, quoi. oui, mais après, c'est une réalité qui les rattrape Mm. aussi et avec lesquelles parfois ils sont en difficulté parce qu'il y en a qui sont, enfin, pas plus mauvais que moi sur ces trucs-là, mais voilà, enfin, ça leur parle pas, quoi. Ouais. Après, sur la question de l'ombre, je parlais vraiment de la posture du Mm. prep mental, mais oui, je pense que une prochaine fois, on aura peut-être Ouais, l'occasion de on en parler de parlera ces comme ça. questions de syndrome de réussite par procuration parce que c'est aussi quelque chose qui, D'accord. ouais, qui a une importance, ouais. Ouais, pour les coachs, pour les Ouais, parents, pour ouais, tout le monde, finalement, les absolument. patrons. Ouais, C'est c'est vrai, ça. c'est des belles questions et c'est Mm. d'où le lien entre le sport souverain et l'entreprise aussi. Et Ouais. donc, on explorera ensemble la prochaine fois. Ouais, merci Cyril. Merci à toi, François.